Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce magazine de dimanche. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau Dongoyemo Mobutu, le secrétaire national chargé de relations avec les associations, partis politiques et regroupements politiques au sein des mouvements de libération du Congo que gère le président national Jean-Pierre Bemba Kombo. Il est également communicateur officiel de ce parti. Avec lui, on va discuter sur quelques points politique, mais également sur l'actualité qui sévit en RDC, et puis, comme on dit particulièrement à Kinshasa. Bonsoir, monsieur Dongo, je vous ai présenté comme communicateur officiel du mouvement de libération du Congo. Merci d'être venu. Merci à vous aussi pour m'avoir invité et bonjour à vous aussi. Merci. Nous allons finalement attaquer un dossier important au sein du mouvement de libération du Congo qui parle déjà d'un site web qui a été mis en place. Peut-on en savoir un peu plus par rapport à cela? Ben, écoutez, le monde actuel a connu un revirement qui est inévitable à tout le monde, c'est-à-dire le monde du numérique. Et comme un grand parti, comme tout grand parti qui se respecte, il nous faut nous doter aussi des instruments numériques, entre autres le site web qui permet à ce qu'on puisse communiquer facilement sur les actualités du parti. Mais le bémol est qu'avec ce site web, nous avons aussi un bémol sur la célérité du traitement de l'adhésion de nouveaux membres. C'est-à-dire, à partir de votre téléphone, vous pouvez vous-même faire toute la démarche relative à votre adhésion au niveau du parti et aussi à l'obtention de votre carte. Bien entendu que cela a des effets connexes qui vont en termes de cotisation, en termes de dons pour le compte de notre parti politique. Donc c'est pour se conformer à l'évolution et à la dynamique des choses. Le MLC, quand même, il faut dire, c'est un grand parti politique, qui est animé jusque-là par le président national Jean-Pierre Bemba Kombo. Il faut quand même reconnaître également quelques failles qu'a reconnues finalement le MLC, qui tente de se rattraper, il faut le dire, après le départ de plusieurs classiques du parti. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce MLC qui est aujourd'hui allié de l'UDPS au sein de l'Union sacrée? Ben d'abord, il faut remonter les choses dans le temps pour bien comprendre le MLC. On le dit bien, mouvement de libération du Congo. Donc, c'est-à-dire nous sommes un mouvement, nous ne nous attardons pas sur les individus, sur les personnes, mais nous avons des principes et nous avons aussi les textes qui régissent et qui fondent le MLC en soi. Aujourd'hui, le MLC a 24 ans révolus, ce qui veut dire 25 en millésime de différé. Donc, c'est toute une génération. Ce qui veut dire que quand on a 25 ans de vie, on est à même de répondre à toutes les questions relatives à la vie. Comparativement à la vie d'un être humain, à 25 ans, une personne est censée finir l'université et entamer une autre phase dans la vie. Le MLC, comme tout mouvement, comme toute œuvre humaine, peut connaître des failles. Des failles dues à des individus, à certaines personnes. Ça n'engage que ces personnes-là. Mais les principes fondamentaux qui fondent le MLC existent. Et ces principes sont, premièrement, la vision de notre président national qui sont cristallisés dans nos statuts et dans nos règlements intérieurs. C'est ce qui est le plus important pour nous. Et on le dit bien, un mouvement, c'est des corps en vie. Il peut y avoir des départs, mais il y a des nouvelles énergies. Il y a eu plusieurs départs, quand même, il faut le signaler. Plusieurs départs. Ouais. Qui a fragilisé le parti. Vous comptez que les départs, mais vous ne comptabilisez pas les arrivées. C'est ça le grand problème. Une personne qui part et 10 000 qui entrent, donc vous comprenez que c'est plus de jeunes finalement qui adhèrent à ce parti, il faut le dire. Et à qui vous confiez également certaines responsabilités. Le MLC a dirigé par des jeunes. Vous montez à la jeunesse du MLC. Le président Jean-Pierre Bemba avec quel âge? Tous les cadres de l'époque avec quel âge? Donc, c'est-à-dire, nous voyons le MLC comme une école politique. Parce que nous nous considérons fiers. Même les personnes dont vous faites allusion, qui ont quitté le MLC, vous allez voir que ces personnes excellent dans leur combat politique. C'est-à-dire, le MLC a été là pour former et produire des gens utiles à la société congolaise. Contrairement à certaines formations politiques
Il y a certaines langues qui disent même que le MLC a été crevé, d'autant plus que il y a plusieurs gros poissons qui ont quitté finalement, et il y a un écart louable entre Jean-Pierre Bemba avec une grande vision et la base finalement, c'est-à-dire le partenaire du MLC, qui sont très jeunes et qui sont en train encore de patauger dans l'enseigne politique. Écoutez, le MLC a sa stratégie. Tout ne peut pas être dévoilé au grand jour. Mais je pense que la donne actuelle avec l'Union Sacrée prouve à suffisance que le MLC a encore des beaux jours devant lui. Le MLC a toujours joué dans le camp de la patrie. Ce qui veut dire que nous ne négligeons personne, mais nous considérons tout comme étant utile. C'est à nous de savoir ce que nous devons faire avec les individus, avec les personnes qui sont autour de nous. Donc, que l'on vienne dire que le MLC, je ne sais pas, accuse un déficit au niveau des cadres, ça c'est vous qui le dites, mais nous avons une autre donne, et je pense que dans les jours à venir, vous allez voir de quoi est capable le MLC. J'ai une dernière question avant d'entamer peut-être un élément. Oui. On dit que vous êtes membre également de l'Union Sacrée. Comment finalement appréciez-vous ce partenariat entre le MLC, l'UDPS et tant d'autres partis qui sont dans l'ensemble, c'est-à-dire dans l'enceinte de l'Union Sacrée? Dans la vie du MLC en tant que parti politique, nous avons toujours su surmonter notre propre ego et nos propres ambitions. Vous allez voir même dans les accords de Lusaka, les accords de Pretoria, dans toutes les négociations, le MLC a toujours su faire des concessions, penser les choses. Mais pourquoi le MLC est dans l'Union Sacrée? Je pense que j'ai été reçu à l'époque sur ce plateau. C'était le 5 novembre 2021, si je ne me trompe pas. Et je l'ai dit, le MLC doit sa présence au sein de l'Union Sacrée. Premièrement, c'était pour stabiliser les institutions, c'est-à-dire l'institution président de la République qui, à l'époque, FCC Cash, accusait une sorte de bicéphalisme au sommet de l'État. Et à côté de ça, nous avions aussi un bicéphalisme au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des gens qui étaient censés composer la majorité, mais qui nageaient à contre-courant de la vision du chef de l'État qui voulait servir le peuple. Alors, face à cette situation, le MLC devait se positionner. Et Dieu aidant, il a poussé le président de la République à prononcer son fameux discours. Et ce fameux discours qui a donné la porte à cette nouvelle vision que nous avons appelée Union Sacrée. Mais cette Union Sacrée a été bien plus qu'un besoin pour sauver la nation. Donc, raison pour laquelle nous comptons stabiliser les institutions, sachant bien qu'il y a encore plusieurs défis à relever, et ces défis sont très nombreux, mais petit à petit, nous y arrivons, et nous demeurons encore partenaires au sein de l'Union Sacrée. Très bien. Nous espérons Voilà, je rappelle que je reçois ce soir Dongoye Mobutu, qui est communicateur du mouvement de libération du Congo. Parlons du tout premier élément. On prend les nouvelles accréditations en RDC. Des lettres de créance ont été présentées auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est sur une diplomate de carrière et de haut rang au sein de services des affaires étrangères que les États-Unis d'Amérique ont porté leur choix pour maintenir la flamme diplomatique avec la République démocratique du Congo, l'une de leurs vieilles amitiés. Lucy Timeline, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Celui-ci les a chaleureusement reçus à l'image de relations stables qu'entretiennent les deux pays. Madame Timeline a démontré sa capacité à diriger et gérer les missions des États-Unis à l'étranger. Tout récemment, elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires ad interim en l'ambassade des États-Unis à Khartoum, au Soudan. Les Béninois, comme les Centrafricains, l'ont aussi connue comme ambassadeur des États-Unis dans le passé. Elle a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis au Portugal et au Tchad.
Forte d'une expérience supplémentaire engrangée au sein de missions des États-Unis auprès de Nations Unies et de leurs agences spécialisées en tant que conseillère économique à la mission des États-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et commercial, Lucie Temelen fut également chef d'équipe pour la reconstruction provinciale à Erbil, en Irak. Quelques minutes auparavant, c'est l'Égyptien Hicham Abdel Salam El Mekouad, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en République démocratique du Congo, qui s'était prêté au même exercice. Celui qui, depuis 2019, est secrétaire général adjoint de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, a en compagnie de ses collaborateurs et de son épouse présenté ses lettres de créance au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le diplomate a également remis au président Tshisekedi une œuvre d'art du buste d'un pharaon symbolisant le pouvoir dans le langage culturel égyptien. Ministre plénipotentiaire, chef de mission adjoint à l'ambassade de la République arabe d'Égypte en France entre 2014 et 2019, il fait pourtant ses premiers pas en diplomatie comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest du ministère des Affaires étrangères. Hicham Abdel effectuera ensuite un passage en République centrafricaine comme attaché diplomatique de l'ambassade d'Égypte, mais également au royaume hachémite de Jordanie et en Inde. Voilà, tout à l'heure, là, donc, c'était le chef de l'État qui recevait des lettres de créance. La grande question demeure, certes, il y a une sorte d'ouverture, c'est-à-dire actuellement avec le chef de l'État, avec l'étranger, avec le monde extérieur, mais la question, c'est les retombées qui ne viennent presque pas. Comment finalement comprendre cette approche? D'abord, je pense qu'il faut que les gens comprennent certains concepts. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, ce qui veut dire le monde est réduit à un village. Pour dire que voilà, le concept ne se limite pas aux aspects économiques, mais la mondialisation aujourd'hui est un fait social. Et dans la vie d'un État, aucun développement ne peut se faire en autarcie. Et avoir l'ouverture est un signal fort. Est un signal fort de transfert de technologie, d'intelligence, et aussi la diplomatie, c'est quelque chose de fort. Notre pays a traversé une longue période pendant laquelle il vivait carrément dans une autre planète. Oui. Et les retombées, elles ne peuvent pas être comme une logique mathématique, 1 plus 1 égale 2. Il faut que les gens apprennent à se projeter dans le temps. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec cette diplomatie, le monde entier sait que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Aujourd'hui, avec cette diplomatie, nous sommes libérés de l'embargo qui frappait le Congo. Aujourd'hui, avec cette diplomatie, il y a des échanges de toutes sortes entre la RDC et divers pays du monde. Alors, mais écoutez, ça ne dépendra pas de ce que les autres veulent de nous. Ça dépendra de ce que nous-mêmes, en tant que nation, en tant que peuple, auront à offrir au monde extérieur comme projet civilisationnel, comme projet de développement. Mais qu'est-ce qui cloche finalement dans toutes les démarches du chef de l'État, qui est très souvent à l'étranger, il faut le dire, ne peut pas rester une semaine à Kinshasa, on le voit tout le temps dans 2 avions. La question demeure, finalement, qu'est-ce que nous gagnons avec toutes ces ouvertures? Le chef de l'État qui dépense des millions, ça c'est quand même les Congolais qui le disent, pour aller à l'étranger, mais on ne sent pas de manière substantielle l'apport, je veux dire, de cette communauté internationale par rapport à la crise multiforme que connaît la RDC. Finalement, on dépense plus, mais on gagne moins. Ce qu'on a comme l'impression, finalement. D'abord, il faut que les gens aient l'acte de leur esprit que les voyages du président de la République font des dépenses inutiles pour le pays. Non. Parce que les gens étaient très mal habitués avec le régime passé. Vous comprenez? Alors, vous ne pouvez pas changer la mentalité qui a perduré 18 ans en moins de 4 ans, en moins de 5 ans. Donc, c'est un processus. Ils doivent seulement prendre leur mal en patience. Parce que si je veux dire quand même que le mandat du chef de l'État tire à sa fin, quand même, ça fait presque 4 ans. Ça fait 4 ans déjà, on tend vers la fin de l'année. Il faut le dire quand même, la fin du mandat du chef de l'État. Il faut attendre toujours, continuer à attendre. Mais écoutez, je ne sais pas ce que les gens veulent par retomber. Je ne sais pas exactement. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand on a
une politique claire, nette avec l'étranger, ça prouve à suffisance qu'il y a une stabilité politique. Si on ramène la paix, le climat des affaires sera assaini. C'est en ce moment que les investisseurs pourront venir poser les jalons, faire des bonnes choses. Mais les éléments les plus importants, ce sont d'abord les relations diplomatiques, l'ouverture à travers le monde. Ce sont ces ambassadeurs qui envoient des signaux dans leur pays d'origine pour dire que voilà, les choses sont correctes dans ce pays, vous pouvez venir, vous pouvez apporter vos capitaux. Ça, c'est votre opinion également, donc vous dites que les choses sont correctes selon vous. Selon vous. Parce que qu'est-ce qui freine finalement leur arrivée ou leur contribution? Écoutez. Ce qui freine, oui. Je ne sais pas, je suis pas en mesure de le dire, mais je pense que... Selon votre perception des choses, finalement. Selon ma perception des choses, je dirais, l'instabilité qui a perduré pendant longtemps dans ce pays a été un frein au développement. Aujourd'hui, petit à petit, les droits de l'homme sont là. En état de droit, tant soit peu, la justice commence à faire son travail, l'inspection des finances commence à faire son travail, le pays se remet petit à petit sur les rails de développement. Donc, c'est tout un processus. Ça, c'est un langage de quelqu'un de l'Union sacrée, il faut le dire. Non, c'est pas un langage. Il faut qu'on se dise. L'Union sacrée ne dit pas. Bien même que le chef de l'État lui-même reconnaît certaines failles qui sont, d'ailleurs, il faut dire, je ne vais pas utiliser un gros terme, mais qui sont quand même aussi délétères, qu'on peut le savoir quand même. Écoutez, il faut le dire dans plusieurs domaines. Mais quand vous dites que non, ça va, parce que vous êtes en contradiction avec le chef de l'État. Je ne dis pas que tout marche à merveille dans ce pays. Je ne dis pas ça. Des difficultés, il y en a. Mais c'est que je veux faire comprendre à la population congolaise que les choses ne peuvent pas changer d'un coup de baguette magique. Du jour au lendemain, tout redevient, je ne sais pas comment... Mais les signaux forts, c'est ça peut-être la question. Les signaux forts, on a eu M. Laurent Désiré Kabila qui n'a pas traîné, il n'a pas fait 5 ans pour modifier certaines donnes. Mais ce qu'on attend, c'est la nouvelle donne politique qui doit arriver, mais qui n'arrive toujours pas. Après 18 ans de règne de Joseph Kabila, les choses semblent être les mêmes quand même, s'il faut le dire, dans une stratégie. Non, les choses ont beaucoup changé. Écoutez, le processus du développement, en fait, les choses changent petit à petit. Écoutez, si je prends par exemple le cas de l'éducation, tout le monde a décrié au début, il disait, bon voilà, nous n'étions pas prêts à affronter la gratuité de l'enseignement. Mais quand on a commencé, on a découvert les difficultés. Il y avait pléthore d'élèves dans les salles de classe, il n'y avait pas des bâtiments pour abriter les écoles. Mais aujourd'hui, les écoles sont construites, il y a les enseignants qui sont payés, on fera face encore à d'autres problèmes. Et le gouvernement va encore essayer de pallier. C'est-à-dire les besoins sont perpétuels et ils sont là en permanence. Et les besoins vont évoluer avec l'évolution des choses. Ce qui veut dire que petit à petit, les choses changent, mais les gens ne s'en aperçoivent pas peut-être. Dans la vie d'un État, tout ne s'étale pas. Quand même, nous allons dire que c'est la première fois que la République démocratique du Congo puisse, dans son actif, capitaliser ou, comment dirais-je, faire les recettes de plus de 10 milliards de dollars dans ce pays. Dans ce pays, recettes réalisées en 2022. Et vous en êtes fiers? Vous en êtes fiers pour un pays comme la RDC, 10 milliards de dollars, alors qu'on attend plus de 60 000, 80 milliards de dollars. Nous avons parlé de la révolution. Je pense que nous avons parlé de la révolution de la modernité qui a coûté, je ne sais pas, 8 milliards, quelque chose comme ça, mais le pays avait accusé un déficit de presque même 5 milliards de dollars. C'est pas 10 milliards on a parlé de 5 chantiers, c'était autour de 4 milliards, des budgets comme ça. Mais aujourd'hui, les recettes propres mobilisées à l'interne, 10 milliards 600 millions de dollars. Qui en profite? Dongo. Qui en profite finalement, M. Dongo? Écoutez, c'est l'État qui va en profiter. L'État congolais? Écoutez, on est en train de réhabiliter les infrastructures de base propices. Finalement, vous le savez également, n'est-ce pas? On est en train de réhabiliter les infrastructures de base propices au développement. C'est déjà un pas. Qui va en bénéficier? Ça sera la population congolaise. Voilà, on prend un autre élément tout à l'heure là. Donc le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est rendu à Luanda peu avant de rejoindre l'Afrique du Sud. Il a rencontré également son homologue Joao Lourenço au centre du débat. La situation qui prévoit à l'est de la RDC. Image de commentaire. En route pour Indaba en Afrique du Sud, le chef de l'État est arrivé ce lundi 6 février à Luanda, capitale de la République d'Angola, pour rencontrer son homologue Joao Lourenço qui pilote le processus dit de Nairobi depuis son début.
Une escale utile de quelques heures qui a connu le soutien à leur pays d'origine d'une frange des Congolais venus encourager le président de la République dans son infatigable recherche de la paix durable dans la partie orientale du pays. La rencontre se matérialise par un tête-à-tête en mode huis clos au palais présidentiel de Luanda en fin d'après-midi. Il a été question pour les deux personnalités de discuter de l'évolution des rapports avec Kigali, mais surtout de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion intervient au lendemain de l'entretien entre les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso à Oyo, axé sur les mêmes faits. Rien n'a filtré de leurs entretiens de plus de 2 heures. La question de la raison d'être de la force régionale de l'EAC déployée sur le front Est ferait également partie des matières contenues dans l'agenda du bref passage du président de la République à Luanda. À son retour à l'aéroport, quelques instants avant son décollage pour Indaba, en bon père de la nation, le président de la République a communié avec la communauté congolaise qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie au chef de l'État et à son épouse. Voilà, c'était donc le chef de l'État qui est en train de converser avec la population congolaise qui habite Luanda. La question, comme je le dis, demeure. La problématique de l'Est. Il faut dire quand même que le chef de l'État s'est empressé d'aller finalement au Congo-Brazzaville, à Luanda puis en Afrique du Sud, au regard de la situation qui prévaut à l'Est de la RDC. M23, l'IAC, 2 grandes questions qu'on se pose et sans aucune réponse. Quelle est votre réponse par rapport à cela? On se rend compte qu'on est en face des personnes qu'on le considère comme étant civilisées, comme étant de bonne foi, mais qui prouvent dans leur comportement qu'ils sont que des bandits. Je parle de l'État rwandais et l'Ouganda. La RDC a prouvé à la face du monde sa bonne foi. Mais je pense que face à cette situation, il faut des mesures fortes. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous devons nous préparer à une force. À une guerre? Il faut le dire ouvertement. Parce qu'on finalement comprend qu'il y a une guerre. La guerre doit être la dernière option dans la démarche. Il y a plusieurs façons de faire valoir la force. On a tenté la diplomatie, on a tenté merci, ça n'a pas marché. Écoutez, vous savez, si vous connaissez la ville de Goma, vous allez voir que le Rwanda vit du nord Ubangi et du nord Kivu, excusez-moi le lapsus. Le jour où on va fermer la frontière entre la RDC et le Rwanda, Kagame aura un problème parce que ce sont les Rwandais qui viennent travailler c'est vice-versa. Hein. C'est vice-versa. Non. La proportion, elle est minime. La proportion, elle est minime selon qu'il s'agisse de la RDC et selon qu'il s'agisse du Rwanda. Le mouvement se fait beaucoup plus de l'Est vers l'Ouest et non de l'Ouest vers l'Est. Donc, c'est-à-dire le jour où on se décide à fermer cette frontière, on dit rupture totale avec le Rwanda, vous allez comprendre que ce Rwanda-là ne tient qu'à un bout de fil pour craquer. Une question, M. Dongo, tout à l'heure là, c'est le chef de l'État qui va en Afrique du Sud, qui va au Congo-Brazza, qui va à Luanda. Finalement, il parle de... Est-ce qu'on ne voit pas en lui une sorte de... J'utilise le terme, peut-être, qui va peut-être froisser certains, une sorte de... Quelqu'un qui pleurniche, c'est-à-dire un pleurnicheur qui... Il a toute le manette avec lui, mais qui hésite, soit par peur ou peut-être par complaisance, parce qu'on ne comprend pas finalement pourquoi cette attitude par rapport à une crise qui finalement prend une autre altitude. Vous parlez du président de la République, la question serait mieux orientée à sa personne. Je ne suis ni. Vous êtes membre de l'Union sacrée. Vous êtes comme membre de l'Union sacrée. Vous êtes dans la direction des affaires. Il faut quand même le dire. Le Congolais se pose des questions. Trop d'ouverture avec l'Est. Et voilà, c'est maintenant l'Ouest que vous entamez. Je suis en train de répondre. Quand on est chef de l'État, on a toutes les manettes avec soi. Ce qui veut dire qu'il a des informations que vous et moi n'avons pas. Il maîtrise certaines choses que nous ne connaissons pas.
Donc je pense que nous devons continuer à lui faire confiance dans sa démarche et dans sa politique diplomatique. Est-ce par peur que le chef de l'État agit de cette façon? Je ne pense pas. Je pense que c'est le bon sens et c'est l'humanisme qui joue en lui. Soit la paix totale, soit la guerre totale. Non, je vous dis une chose. Le Rwanda, la guerre, la guerre doit être la dernière option. Dès lors qu'on n'épuise pas toutes les cartes, la guerre ne peut pas être mise en avant-plan. Très bien, alors. Très bien, on va prendre l'élément. Tout à l'heure, là, le chef de l'État qui s'était rendu en Afrique du Sud, à Idamba. Il faut dire qu'il a également eu à participer à un forum important sur les miniers. C'était en Afrique du Sud. Dimanche, commentaire. Arrivé tard dans la nuit de ce lundi 6 février à Cape Town en Afrique du Sud, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo participe ce mardi à Investing in African Mining Indaba 2023, le plus grand forum annuel minier africain. Organisé sous le thème de débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement, ce forum est une occasion offerte aux 6500 participants, dont 500 entrepreneurs du secteur minier venus du monde entier, de discuter des défis et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minière du continent au moment où elle cherche des moyens de renforcer sa puissance économique dans le contexte de la ruée mondiale pour sécuriser l'approvisionnement pour une transition énergétique plus verte. Chef de l'État d'un pays reconnu comme un scandale géologique, le président Félix Tshisekedi a présenté sa vision de la transformation du secteur minier de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a toujours soutenu l'idée d'avoir des industries locales de transformation des produits miniers afin de permettre aux populations africaines de bénéficier de plus d'avantages des richesses du sous-sol de leur pays. Nous sommes résolument engagés à mettre fin à toute agression et à toute tentative d'occupation de notre territoire, tout en appelant à une coalition mondiale en faveur de la sécurité en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Je vous rassure que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour établir la paix dans les régions actuellement en proie au conflit et y assurer un retour à la vie normale et aux activités d'extraction minière. Le chef de l'État a aussi présenté les opportunités d'investissement dans ce secteur tout en offrant un pacte de confiance aux potentiels investisseurs. Je reviens à vous, M. Dongoye Mobutu, le chef de l'État dans les mines, il faut le dire, toute l'Afrique également, il faut le dire, et les scandales géologiques finalement chez la RDC, mais il faut comprendre également que c'est là, jusque-là, le Congolais ne vit pas de ça. Les mines sont exploitées, exportées, mais ne profitent pas à cette population. Comment entrevoyez-vous finalement cette démarche du chef de l'État au sommet de Mining African 2023? Ben justement, il faut mettre l'économie minière congolaise sur l'échelle mondiale, que les gens comprennent que c'est un pays organisé, que c'est un pays qui a des institutions, un pays qui promet dans l'avenir. Et c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier que ce pays a été un jungle. Et tous les scandales financiers ont tourné autour du secteur minier dans le régime passé. Ça ne fait que 2 ans que l'Union sacrée existe. Mais dans ces 2 ans-là, le gouvernement a pu récupérer des actifs, je pense dans le Congo central, des actifs miniers, des droits de propriété, quelque chose comme ça. Le terme m'échappe, de plus de 2 milliards, ce qui n'a été jamais fait. On a vu comment les choses ont été bradées. Il faut d'abord remettre de l'ordre pour après, à l'étape prochaine, vendre. On a remis de l'ordre sur le plan administratif et là maintenant, le président de la République est en train de faire la promotion de notre pays. Il faut comprendre le fonctionnement de l'État. Vous voulez qu'on change en 2 ans les habitudes qui ont duré. Ça, ce sont des beaux discours des politiciens. C'est pas des bons discours. Il y a des retombées. Je prends l'exemple des actifs qui ont été expropriés à M. Dan Gettler. Comment il les a obtenus et qui a aujourd'hui
ravi ses droits de propriété. C'est pas l'État congolais. Mais qui Ça sont n'a dans les été carrés jamais miniers? fait. Qui sont dans les carrés miniers? N'est-ce pas? Il faut Tous ces dignitaires il faut- qui sont dans le carré minier? Écoutez, il faut. C'est ça la grande question aussi. Vous n'avez qu'à prendre. Les carrés miniers sont Ouais. des documents. Ouais. Il y a un cadastre minier qui répertorie tout ça. Vous allez aller au cadastre minier, poser la question qui occupe tel carré minier et comment, Mais c'est tout un dossier. dans quelle C'est procédure, tout un dossier. de Monsieur quelle Mobutu, manière, c'est tout un dossier, quand de même, faut quelle dire. manière telle ou telle personne a acquis ces carrés miniers ou ces blocs pétroliers ou machin truc. Ils auront vous aurez la réponse parce que l'administration a ses idiomes à elle, a son langage à elle et puis voilà. Voilà. Monsieur Dongo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre intervention parce que nous devons également recevoir Bazin Pembe, qui est également membre de l'UNO Sacré comme toi, mais il manage au sein de AFDCA, de Bati Lupebo. Mais bien avant de finir, j'aimerais quand même avoir, je veux dire, un petit détail par rapport à votre personnalité. Nous sommes au moment des élections. Vous vous appelez Dongo Yemo Mobutu. Sûrement vous faites partie de la lignée mobutienne avec le chef de l'État qui a fait 32 ans de l'État. Alors comment est-ce que vous entrevoyez, en tant qu'un de fils Mobutu, l'avenir de la RDC tel qu'a été laissé par votre père? Ben écoutez, sur ce point, je dirais que je pense que les choses évoluent. Ça sera notre 4e cycle électoral et chaque jour qui passe, le Congolais comprend mieux les choses. Et nous devons aussi comprendre que l'avenir de notre pays dépend de notre conduite. Et à ce titre, je pense que le président de la République est mieux placé pour répondre sur ça. Pourquoi je dis ça? Mais écoutez, justement, en ce qui concerne les élections, le plus beau cadeau que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi peut offrir aux Congolais, ça sera l'organisation des élections réellement démocratiques, transparentes et libres. Avec des bonnes élections, on est sûr qu'au lendemain de la proclamation des résultats, ça ne sera pas les contestations, ça ne sera pas des pneus brûlés, mais ça sera la mise en pratique des programmes électoraux pour le réel développement. Sachez que tout ce que nous vivons dans ce pays, c'est tout d'abord les retombées des mauvaises élections et il faut faire des rafistolages politiques pour avoir la majorité, tout ça, et c'est de là où commencent tous les problèmes. Alors une dernière question. Quand les problèmes surgissent, les politiciens tirent les ficelles de leur côté, la population croupit. Et si le président de la République organise les bonnes élections telles qu'il l'exprime dans ses intentions, le Congo aura déjà résolu à 50% les problèmes qui assureront un avenir meilleur à nos enfants et à nos générations futures. Voilà, je clôture par une petite question. J'aimerais peut-être également une petite réponse. On parle de 32 ans de Mobutu. On parle de plus de 30 ans déjà de la RDC. Alors, à quel niveau se situe une similitude? Au niveau du patriotisme, un seul mot, patriotisme. Félix envoie des signaux forts qu'il aime ce pays. De la même manière, le maréchal Mobutu a donné sa vie pour ce pays. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé de relations avec les associations, partis et regroupements politiques, communicateurs au sein du mouvement des libérations du Congo. Vous appelez Dongo Yemo Mobutu. Avec fierté, nous avons reçu sur ce plateau et la toute prochaine fois. Merci. Voilà, on continue donc ce magazine pour dire que le chef de l'État a signé un livre des condoléances, je veux dire, par rapport à la tragédie de la Turquie et du Liban. Je veux dire qu'un séisme qui a ravagé plus de 20 000 personnes. Image de commentaire. Jamais la Turquie n'a aussi été endeuillée dans son exil. À Kinshasa, un livre de condoléances a été ouvert à l'ambassade de Turquie, située sur l'avenue Pombo, dans la commune de la Gombe. Pour compatir avec son homologue Recep Tayyip Erdogan, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement de l'ambassade ce samedi aux heures de midi pour signer son message de condoléances. À son arrivée, le président de la République est accueilli par l'ambassadeur Murat Ülkü, qu'accompagnaient quelques cadres diplomatiques de l'ambassade. Un bref entretien, suivi de la signature de son message dans le registre des condoléances ouvert à cette occasion. C'est l'une des pires catastrophes que la région a connues
depuis un siècle. C'est une catastrophe inédite, bien évidemment, parce que ces deux séismes ont eu une intensité de 7,7 et de 7,6. Pour le moment, les équipes sont sur place. Il y a toujours, bien évidemment, nos compatriotes sous les décombres. Et jour et nuit, les équipes de sauvetage continuent leurs travaux. Je dois aussi souligner la solidarité internationale. Ça comprend aussi des équipes des 4 coins du monde. Ça s'est devenu une opération planétaire, je dois dire. On ne perd pas l'espoir, on ne perd pas le courage, parce que la Turquie est située dans une zone marquée par les séismes. Celle-ci, c'est le pire de notre histoire, ça je dois le souligner. Le président de la République a fait part de sa profonde douleur et de la solidarité du peuple congolais à ce drame qui vient de frapper le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le chef de la mission diplomatique turque en RDC salue le soutien de la haute autorité congolaise à travers ce geste symbolique. Un fort message de l'engagement de l'État congolais envers la Turquie. Ça nous touche très fort au cœur parce que, comme vous le savez, nous entretenons des relations excellentes basées sur une amitié solide. Cette fois-ci, ça nous donne beaucoup de courage, beaucoup de confort de voir que l'État congolais, le gouvernement congolais, maintenant au plus haut niveau, nous accorde la compassion, la solidarité. Bien évidemment, nous sommes très honorés et personnellement, en tant qu'ambassadeur, au nom de mon président, du gouvernement turc et du peuple turc, je vais exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président. En 6 jours, le bilan dépasse largement celui d'une guerre classique de 3 ans. Des chiffres qui pourraient encore s'alourdir car de nombreuses personnes étant toujours recherchées dans les décombres des bâtiments écroulés. Vincent Pembe, je rappelle que vous êtes communicateur au sein du FDC, mais également secrétaire national chargé de stratégie et insertion professionnelle. Voilà, très bien. Avec vous, on a toujours discuté sur l'actualité. Tout à l'heure là, on a vu le chef de l'État, je veux dire, signer un livre de condoléances par rapport à la tragédie qui sévit en Turquie et puis aux pays environnants. Certes, plus de 20 000 personnes qui ont, je veux dire, perdu la vie. La question, c'est certes la gestion des catastrophes. Bon, quel commentaire par rapport à ça? D'abord, le Congo CV est un pays hospitalier. Nous saluons la démarche du président de la République qui a transmis un message de condoléances à nos frères de la Turquie à l'ambassade. Nous sommes de cœur avec eux. Comme l'a si bien dit l'ambassadeur, la Turquie c'est un pays qui vit des séismes. Ce n'est pas la toute première fois, mais ce que nous voyons là, c'est choquant. Nous sommes de cœur avec eux. Voilà, nous sommes de cœur avec eux. Bazin Pembe, trop sur la toile, dans les réseaux sociaux, Bazin Pembe, avec des mots provocateurs parfois, on se pose des questions. C'est un peu de taquinerie. Non, moi je suis communicateur au sein de ces méga partis politiques, au sein aussi du regroupement politique AFDC. Je suis appelé à vendre l'image de mon parti et me vendre aussi comme politique et aussi à réagir à certaines attaques que nous avions dans les réseaux sociaux parce que l'arrivée du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à la tête de notre pays aujourd'hui a changé la donne. Mais certains ne veulent pas entendre de cette oreille-là. Nous sommes appelés à les traquer partout dans les réseaux sociaux, dans des Twitter, et même dans les médias, pour faire voir à l'opinion, et même à la communauté nationale qu'internationale, que Tshisekedi n'est pas venu jouer. Il est venu relever les défis. Ce pays a été plongé dans un chaos pendant 18 ans, mais il est en train de faire aujourd'hui. Ses efforts sont palpables. Et nous avions intérêt à faire voir toutes ces choses à certains qui sont encore réticents.
Voilà, c'est vraiment des bonnes guerres, hein, je veux dire, c'est pas vraiment, comme on dit, des attaques a priori. On prend un autre élément, on parle de la MONUSCO qui était à la primature, il était reçu par le Premier ministre Samalou Kondé et la problématique de l'Est a été au centre du débat. La mission onusienne en RDC a exprimé au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé ses vives inquiétudes quant à la dégradation de la situation dans la partie est de la RDC, ainsi sa volonté de prendre une part active à la quête des solutions pour la paix. Auprès de Jean-Michel Samalou Kondé, une délégation onusienne en modèle unique avec des missions spécifiques, rétablir la paix et promouvoir le développement de la population à travers le PNUD. Nous avons insisté sur le fait que le mantra que beaucoup disent, mais on le dit un peu à la légère, et là, la délégation nous a dit qu'eux, ils prennent ça vraiment très sérieusement. On ne peut pas avoir le développement si on n'a pas la paix, et on ne peut pas avoir la paix si on n'a pas le développement. On a à la fois une situation où nous avons des problèmes d'insécurité à l'Est, mais nous avons aussi des problèmes qui sont beaucoup plus larges, qui sont celles de la pauvreté de la population et pour lesquelles ça constitue une autre forme de violence. Et donc il y avait un engagement de tous ici pour dire nous comprenons que nous devons travailler concomitamment sur tous les fronts, à la fois la question de sécurité, mais aussi la question du développement. Pour ce qui est des élections, Bintou Keïta a estimé qu'il est important de peaufiner les choses par un consensus irréprochable. Nous avons aussi parlé des élections, du processus électoral, les attentes par rapport à la tenue de ces élections dans les délais impartis par la Constitution. Voilà, les FARDC en ligne sur les traces du combat sur terrain à l'est de la République démocratique du Congo. Image commentaire. Égard de l'avancée de la coalition M23 RDF rwandais dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements s'est rendu à Kingi le samedi 4 février 2023. Sur cette dernière ligne de front où sont déployées les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, le général-major Ishali Gonza Jacques a instruit fermement la protection du chef-lieu de la province, Goma donc, explique donc le colonel Guillaume Njike Kaiko du secteur opérationnel Sokola 2. D'abord, il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint, chargé des opérations et renseignements, le général-major Tchadi Gonza, qui s'est fait accompagner, n'est-ce pas, sur la ligne de front du commandant 3e zone de défense. Donc il est question pour lui de s'imprégner, n'est-ce pas, de la réalité sur la ligne des fronts pour que finalement il puisse donner des directives opérationnelles de manière à ce que les forces armées de la République démocratique du Congo se mettent au travail et qu'ils puissent repousser l'ennemi qui se trouve être l'armée rwandaise opérant sous le label de M23. Et voilà le pourquoi. Malgré tous les appels de chefs d'État, membres de l'EAC, la rébellion du M23 n'obtempère pas, mettant plusieurs familles en refuge. Voilà. On reste toujours dans ce domaine pour dire qu'il y a quelques militaires qui ont été radiés des FARDC, nouvellement recrues pour indiscipline. Image commentaire. 7 personnels militaires féminins recrutés au centre d'instruction de Kitona sont renvoyés de la formation militaire ce lundi 6 février 2023 à 10h15 suite à leur mauvais comportement, à savoir grossesse, ivresse publique, consommation de drogue, indiscipline et divagation, pour ne citer que cela. Dans le souci de préserver les autres, le commandement du centre d'instruction de Kitona, en accord avec le commandement de la base militaire de Kitona, ont jugé bon de les retourner dans leur milieu d'origine pour servir d'exemple. Car, dit-on, la pitié ne fait pas la force d'une armée, suivant une image.
Yo, bandolo wala na chemise wana. Yo, yami bale yo, mata. Allez, montez. Va pas la photo, hein. Dans un peu mieux, je crois qu'on commence par cet élément. On voit des militaires radiés des forces armées. Je veux dire que bon, ce sont de nouvelles recrues pour indiscipline. Est-ce que vous pensez que la décision est bonne pour ceux-là qui ont été, je veux dire, corps et âme enthousiasmés de servir la nation? Pour quelques petits dégâts, ils ont été renvoyés des armées. Lorsqu'on accepte de servir la nation, on s'impose une discipline. Et surtout que l'armée, c'est la meilleure des disciplines au monde. On ne se livre pas à n'importe quoi. Un militaire, c'est indiscipliné. Avant de quitter le camp, on signale. À l'entrée, on signale. Et lorsqu'on vient dans une formation militaire, on accepte tout. Mais lorsque vous vous livrez à certains actes d'incivisme, c'est des droits que les autorités, les formateurs prennent certaines mesures courageuses. Parce que vous laissez c'est venir polluer tout un corps. Et moi, je salue la décision. Et surtout que la vision aujourd'hui du président de la République est de transformer cette armée où on voyait les militaires dans tout le temps en divagation, dans les rues, dans les bars, sans discipline aucune. Moi, je suis content, mais j'en appelle aussi à ces chefs de corps d'éveiller aussi sur certains qui sont dans les dérapages pareils. Voilà, parce que bon, il faut dire qu'il y a eu plusieurs commentaires par rapport à cet élément. On a même décrié cet acte qui a été posé par le chef, c'est-à-dire renvoyer les Congolaises qui voulaient servir au détriment des infiltrés qui sont dans le rang des forces armées identifiées, mais qui continuent à prester comme militaires. Pendant 18 ans, je peux dire, Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu. Il a trouvé que c'était bon de faire partie Mobutu par la voie des armes, par une guerre. Et il a reçu, paix à son âme, fait maréchal Mobutu. Lorsque Mouzé est venu, il n'est pas venu seul. Il a fait recours aux Ougandais, aux Rwandais et même aux Somaliens, si je ne me trompe pas. Ils sont venus en République démocratique du Congo, nous les avons bien reçus. Les Kadogo, je me souviens à l'époque, lorsqu'ils sont entrés à Kinshasa, les Kinois étaient dans la joie. Et tous ces militaires ont été de manière officielle dans notre armée. On ne s'est pas limité que là, certains ont été vus, confiés certaines charges. Nous avions eu dans ces pays un chef d'état-major général, un Rwandais. Et ces Rwandais a su détecter la cartographie de la République démocratique du Congo. Il a su infiltrer certains de ses frères dans notre armée. Et Kabila est venu à la succession de son père. Il a travaillé avec certains. Ce sont des conséquences que nous sommes en train de voir aujourd'hui. À part cela, vous rappellerez de ces mouvements du 23 mars, c'est ces terroristes de M23, les gouvernements congolais sous l'époque de M. Joseph Kabila Kabange a signé les accords avec eux. Ils ont été brassés dans l'armée. Ce sont les Rwandais, les Ougandais, dans notre armée. Et ils occupent des fonctions jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont occupé des fonctions stratégiques. Ils occupent encore des fonctions. Évidemment. Il faut le reconnaître. Évidemment, voilà. Les gouvernements congolais, ces gouvernements actuels, est en train d'y travailler. Mais on ne sent pas la traque contre ces infiltrés. La population le dit. On ne sent pas finalement cette traque pour sortir finalement les infiltrés et réorganiser l'armée comme il se doit. Ce sont des stratégies militaires. On ne peut pas mettre ça à la place publique. Ça, c'est de un. De deux,
il faut passer à une identification. Il faut identifier de manière méthodique à toutes ces infiltrés. Et là, parce qu'il s'agit des questions sécuritaires, il faut aller mollo, parce que sinon nous risquons de tout faire capoter. Vous voyez aujourd'hui certains se désolidariser de notre armée, rejoindre les camps du M23, parce qu'ils ne se considèrent pas congolais. Moi je suis confiant que avec les recrutements que nous avions eu, on a vu les chefs de l'État visiter les militaires à Kitona. Je suis très confiant, rassuré même que à bientôt nous aurons une armée nationaliste, loyaliste qui va servir la patrie, parce que l'armée a comme devise servir la nation et l'intégrité de notre territoire. Une question par rapport à M23, quand même il faut le dire, ce mouvement refuse d'obtempérer à tous les compromis, je veux dire, trouvés dans les diverses négociations qu'il y a eu, Nairobi, Luanda et consorts, mais la RDC semble, comme on dit, n'est pas passée à la vitesse supérieure. La question demeure, quelle est finalement cette stratégie que vous entretenez finalement au regard de cette crise de l'Est? Il y a plusieurs options à la table du président de la République, même du gouvernement. La première des décisions, c'était en rapport avec l'état des sièges, qui aujourd'hui il faut saluer, qui a permis à la République démocratique du Congo de détecter, de dénicher certains infiltrés. Même certaines localités qui ont été prises par l'ennemi sont aujourd'hui entre les mains de nos forces armées de la République démocratique du Congo. À part cette option, il y a aussi l'option diplomatique. Vous voyez, le président de la République s'est déplacé à tout moment. C'est très important parce que l'image de la République démocratique du Congo a été vendue très mal. Kagame a fait voir à certains partenaires, à certains de ses partenaires, que je peux vous donner les coltans, je peux vous donner l'or pour vous faire vivre. Mais il faut dénicher, il faut travailler, il faut dire à toutes ces entreprises, ces firmes, même à la communauté internationale et même à la sous-région, que ce sont les richesses de la République démocratique du Congo. Si vous voulez venir investir chez nous, ne passez pas par le Rwanda, venez chez nous, signons des partenariats gagnant-gagnant pour que vous bénéficiez et la République démocratique du Congo aussi bénéficie, au lieu de passer via le Rwanda qui n'est pas propriétaire de la richesse. À part cette option, l'option de la guerre n'est pas encore dans les chefs des Congolais. Mais c'est une éventualité qui peut venir à tout moment. Mais la guerre se prépare. Moi, je l'ai toujours dit qu'on peut gagner en sensibilisant la population sur le terrain. C'est pourquoi j'en appelle au peuple congolais, à mes frères qui sont à Beni, Ituri, donc au Sud Kivu, de mieux coopérer avec l'armée, avec la société civile pour dénicher, dénoncer tout ce qu'il y a comme infiltration aujourd'hui dans notre pays. On parle de l'EAC, je peux quand même le dire, qui n'inspire plus confiance. On le voit en négociation, en collaboration avec l'M23, alors qu'on avait compté finalement sur l'EAC, cette armée, cette force régionale. On voit maintenant que le chef de l'État bascule du côté de l'Ouest. Il a été, comme on l'a dit, à Luanda, il a été en Afrique du Sud. Tout ça. Mais finalement, pourquoi cette belle ouverture à l'Est de la République démocratique, avec tout ce qu'il y a comme, je dis, corollaire? Le chef de l'État n'a-t-il pas joué une mauvaise carte lui-même en voulant trop se vendre du côté de l'Est? Le premier à être informé des questions sécuritaires, c'est le président de la République. Je ne vois pas la République démocratique du Congo, un pays à dimension continentale, se livrer à un exercice non gagnant, non payant. L'EAC, nous avions signé. Aujourd'hui, nous avons certaines forces qui sont en République démocratique du Congo, qui sont en train d'y travailler. Nous, Congolais, nous sommes appelés à être trop regardants. Nous sommes appelés à les appeler
à respecter les engagements et à user des forces pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette... Mais l'EAC trahit quand même. Et puis on le voit, même dans les zones tampons, l'EAC est en train de collaborer avec l'ennemi. Continuons-nous à regarder et à leur faire confiance alors qu'ils sont en train de créer cette témérité? Comment est-ce que vous comprenez cela, vous qui êtes de l'Union sacrée? Moi, personnellement, je suis en train de saluer la bravoure, même le courage, la ténacité, si je peux le dire ainsi, de la population de l'Est, qui à chaque fois, lorsque ça ne va pas, qui à chaque fois, lorsqu'ils constatent qu'il y a un problème, ils sont dans la rue pour faire voir au gouvernement, au président de la République, à nos forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est l'important pour nous. Est-ce que le chef de l'État, quelque part, je veux dire, n'offusque pas les forces armées? On a comme l'impression qu'il donne plus d'importance à la force régionale qu'aux FARDC, qui sont également munis, je veux dire, des tactiques de guerre, parce qu'il y a toute une école de guerre, finalement, en RDC, et qui pouvaient finalement, comme on dit, caler l'avancée, je veux dire, la rébellion. Vous ne pensez pas quelque part que le chef de l'État, je ne suis pas dans les fanatismes, mais il semble ne pas bien jongler finalement avec cette affaire. Je ne partage pas avec vous cette opinion traitée. Je peux vous relever même à ceux qui sont de nous suivre certaines réalités. La République démocratique du Congo a été sous embargo. Nous avions des difficultés de nous procurer les armes dans ce pays. C'est sous Félix que nous avions obtenu la levée de l'embargo. Ça, c'est de un. De deux, la République démocratique du Congo n'avait pas une loi de programmation militaire. Nous avions la loi de programmation militaire dans ce pays. Le chef de l'État l'a dit, c'est pour la toute première fois que l'armée de la République démocratique du Congo soit équipée, qu'il soit bien payé. Donc, il n'est pas en train d'offusquer les militaires qui sont sur le terrain. Nos militaires sont dans des conditions convenables. Parce qu'on voit comme sur les réseaux sociaux des militaires qui se plaignent, des militaires qui pleurnichent, qui ne sont pas équipés, ils ne sont pas quand même valorisés. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part c'est une sorte de démoralisation de l'armée qui pouvait également faire volte-face contre la rébellion? Les pays en train de se procurer certains matériels de guerre, on ne peut pas venir étaler à la place publique. Ouais. Nous pouvons que dire à ces militaires de mieux se rappeler de leur serment. Ils se sont engagés de servir corps et âme la patrie. C'est ça la devise d'un militaire. Voilà, je rappelle que c'est Bazin Pembe qui est communicateur de FDCA de Modeste Batu du Kebo. On prend finalement un élément sur le pape qui a édifié le prélat catholique sur les valeurs de la consécration. Il était à la paroisse Notre-Dame avec un nombre important, je veux dire, de prélats catholiques. Au lieu de servir l'Évangile, nous nous soucions de gérer les finances et des affaires avantageuses. C'est l'une des déclarations fortes du pape François dans l'après-midi de jeudi 2 février à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa lors d'une rencontre de prière avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes. Une mise en garde à l'endroit des serviteurs de Dieu contre l'affairisme qui gagnerait du terrain au sein de l'Église catholique. Le Saint-Père a également attiré l'attention des religieux présents à cette rencontre de prière contre le défi de la médiocrité spirituelle, du confort mondain et la tentation de la superficialité. Un message bien capté par les concernés. C'est lui-même qui nous a enseigné, qui nous a montré quelle est l'identité de la vie consacrée. Je suis très heureuse d'avoir son enseignement. C'est une journée vraiment de grâce et de bénédiction pour nous, surtout pour notre consécration au Seigneur comme celle de la Vierge Marie qui est allée offrir son Fils. Aujourd'hui aussi, nous rendons grâce à Dieu qui nous ont donné les parents. Voilà, c'était de consacrer, je veux dire, rappelé à l'ordre par le pape. Le pape a été à Kinshasa il y a quelques jours. Il faut dire quand même qu'il y a maille à partir entre l'église catholique et l'union sacrée, pour le dire de cette façon. On dit que le cardinal a finalement, comme on dit, trahi un serment. Il a prononcé des mots qui ont finalement offusqué, comme je l'avais dit, l'union sacrée.
Et on voit Bazin Pébé également au devant de la scène pour critiquer de manière acerbe le cardinal Ambongo. Finalement, qu'en est-on finalement? Qu'est-ce que ça veut dire, Juste? D'abord, merci pour la parole. J'aimerais, avant d'aborder la question, remercier aussi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a honoré aussi mon église, l'église adventiste du 7e jour. Nous avions commémoré mon centenaire au Palais du Peuple. On a été honoré par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce qu'il faudra ici rappeler à la nation que nous avions reçu ici à Kinshasa notre représentant mondial, à la personne du pasteur Ted Wilson. Et hier, parce que nous sommes des sabbatiques, hier le président de la République a commémoré cette journée avec nous. J'ai entendu un message fort de notre représentant mondial qui a demandé aux fidèles de l'église adventiste du 7e jour de continuer à prier pour les institutions et que l'église est apolitique. J'aimerais aussi répondre à la question, un pasteur c'est un berger. Les pasteurs œuvrent pour la grande communauté, pour ceux qui sont dans la politique et ceux qui ne prennent pas politique comme leur passion. Un pasteur n'est pas appelé à la division, il est appelé à l'unité. Et le pasteur a une mission, sauver les âmes. Vous faites allusion au cardinal Ambongo, évidemment, dire clairement. Le pasteur a une mission de sauver les âmes et non. Qu'est-ce que vous lui reprochez à la perdition? Pour qu'on soit un peu plus bref, parce que personnellement, je ne reproche rien au cardinal Fridolin Ambongo, à qui nous avons du respect. Nous pouvons appeler au cardinal de rester dans sa mission pastorale. Laisser la politique aux politiques, la société civile à ceux qui font ce travail, et aussi laisser l'Église œuvrer pour le bien-être social. Quand il dit la vérité, pourquoi ça vous dérange? La vérité ne dérange pas l'union sacrée. La vérité ne peut pas déranger le président de la République parce que lui-même, il est à cœur de la vérité. Dans son corps et dans son âme. Est-ce faux, finalement? Le mieux serait de demander à l'Église catholique. Tout à l'heure, là, j'ai remercié le président de la République. Mais si vous regardez le budget que l'État congolais a mis à la disposition de l'accueil du pape, et avec ce que nous voyons aujourd'hui en République démocratique du Congo en ce qui concerne les églises des réveils et les autres églises, c'est pas match. C'est l'Église catholique qui en bénéficie. Alors que tous, nous sommes Congolais, nous avons un pays de laïcité, on est appelé, le gouvernement est appelé à ne pas être beaucoup intimidé par l'Église catholique et céder dans l'Église catholique, finalement, vous a déçu, selon ce que vous dites. Non, on ne peut pas prendre celui qui représente l'Église on ne peut pas prendre les mots d'un individu, les généraliser. Parce que l'Église catholique a des milliers de chrétiens. Si le cardinal exprime, comment je peux dire, ces mécontentements, je peux dire aussi, permettez-moi l'expression, une haine aiguë vis-à-vis du président de la République. C'est pas la majorité des chrétiens catholiques. Dit que vous aurez un gain important dans l'Église catholique pendant les élections. Nous avions, mais mon cher ami Sylvain, le président Félix a un bilan à présenter à la population congolaise. Et cette population se trouve aussi au sein de l'Église catholique. Lorsque la gratuité de l'enseignement aujourd'hui en marche, il y a certains fidèles catholiques qui sont bénéficiaires de cette gratuité. Le budget aujourd'hui, il y a certains fidèles de l'Église catholique qui sont bénéficiaires aussi de ces budgets. Et les actions du président de la République, même certains fidèles de l'Église catholique aujourd'hui sont bénéficiaires de tous ces projets. Même les projets de 145 territoires, l'Église catholique aussi est bénéficiaire aussi de ces projets. Merci Maître Bazin. On prend Jules Boulembi qui a été en contact avec sa base de Bumbu dans le cadre toujours de la sensibilisation en l'enrôlement, l'image commentaire. En prévision des élections prévues en décembre prochain en République démocratique du Congo, les journalistes vedettes des émissions télé et leaders d'opinion Jules Boulembi Mantsanga, Dindeko Zulu, coordonnateur de la structure Je suis Funa 2023, s'inscrit déjà dans les annales de la population du district de la Funa. Le jeudi 9 février 2023, ce dernier est descendu dans la commune de Bumbu sur l'avenue Kimayala, direction Tamak, où il a été accueilli en fils maison, chant et danse
danse à l'honneur de celui que le Bumboroa surnomme Papa Capable, Jules Boulembi, Ndeko Zulu, Je suis Funa 2023 ont caractérisé cette activité. Cette rencontre a été effectuée toujours dans le cadre de redynamisation et sensibilisation de la population pour cette 5e étape de la tournée initiée par le coordonnateur de Je suis Funa 2023 à sensibiliser la population sur l'importance de l'enrôlement et par la même occasion, il a invité la population à être prêt pour les échéances électorales prochaines. Comme un bon guide qui conduit la population de la Funa et ensuite, c'était le jeu de questions et réponses où ces derniers a répondu et il a été très pragmatique pour présenter son projet, surtout pour la structure Je suis Funa 2023 et à leur tour la population de Bumbu très émue de la présence du leader d'opinion Jules Boulembi et promet de faire en sorte que le centre d'enrôlement et d'identification de la CENI soit envahi tous les jours. Voilà, on va chuter avec vous, Bazin, Maître Bazin Pembe. Nous sommes pratiquement à la fin des élections à venir. Quel mot par rapport à cela? D'abord, nous saluons ces processus. J'ai accompagné aujourd'hui Madame mon épouse pour obtenir sa carte d'électeur. Je peux vous rassurer que ça évolue mieux. Il y avait des petits soucis, mais aujourd'hui, les agents de la CENI se sont adaptés. Même la population a compris et est en train d'apprécier les cartes électeurs que nous recevons. Et j'aimerais aussi dire au gouvernement que le plus beau cadeau que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, peut donner aux Congolais, c'est de nous donner les élections libres, démocratiques, transparentes et dans les délais constitutionnels. Nous ne voulons pas donner les liens de spéculation à nos frères qui sont dans l'opposition aujourd'hui en perte de vitesse. Nous voulons avoir les élections dans les délais parce que même la Constitution s'y levait. Voilà, c'était donc Maître Bazin Pembe qui était le second invité dans ce magazine de dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Maître Bazin d'être venu. Merci beaucoup, mon frère Sylvain. Voilà, merci également à Soulem Boyo, à Freddy Soumaïli ainsi qu'à Kupardola pour la réalisation de ce magazine. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.